dans cette nouvelle vidéo qui sera un débrief rentrée littéraire. Alors non, je n'ai pas lu toute la rentrée littéraire, j'en ai lu 5, c'est pas beaucoup, hein, je sais. J'en ai lu 5, à la base j'en avais 7 à lire. Malheureusement, il y en a 2 que j'ai abandonné parce que j'ai pas du tout accroché, je ne suis pas du tout attachée au personnage, j'en suis vraiment désolée, je suis sûre que ces livres trouveront leur public. Je préfère ne pas en parler pour ne pas faire de mauvaise pub ni au livre ni à la maison d'édition, parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien et qui m'avait très gentiment contactée pour me proposer leur catalogue. Donc voilà, ce sont des abandons, mais je suis persuadée que je lirai d'autres livres de cette maison d'édition. Si vraiment vous voulez en savoir plus, vous demandez en message privé Instagram, je vous dirai lesquels j'ai abandonnés, mais j'ai pas très envie d'en parler ici, c'est pas le but. Alors, je vais les classer de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. On va commencer avec la rentrée littéraire de chez Alma Éditeur. J'avais choisi Ethel Aden de Marie de Chassey, qui est un tout petit livre. C'est marrant, je vois mon reflet. Qui parle de musique. On suit donc Ethel Aden, qui est une pianiste, qui va avoir comme un espèce d'élan introspectif lors d'une répétition d'un concert, et qui va se demander un petit peu d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, c'est très court, hein, il fait 140 pages, je crois. C'est ça, 130 pages. L'écriture est très belle, très douce, mais j'ai trouvé ça contemplatif, mais pas dans le sens apaisant. C'était contemplatif et ça m'a pas plu parce que je n'ai pas aimé le personnage principal. Donc forcément, quelque chose de contemplatif sur un personnage qu'on n'aime pas, c'était un petit peu compliqué. Néanmoins, l'écriture est très jolie, je vous le recommande si vous aimez la musique, parce qu'il y a des élans musicaux qui sont vraiment très intéressants. C'est à la 3e personne, elle, on dit que elle. Et en fait, voilà, j'ai pas tellement accroché, j'avoue, mais peut-être soyez curieux et lancez-vous. Voilà, ça c'était pour Alma. Ensuite, on va parler de la rentrée littéraire de Métayer, Les Incommensurables de Rafaela Edelbauer. J'ai quand même mis 2 post-it parce que c'est des moments clés du livre. Alors, Les Incommensurables, je vais vous lire justement la définition. Les Incommensurables. Alors, attendez. On les appelle là. Voilà, c'est ça. C'est quoi déjà les nombres irrationnels? Ils sont infinis, parfois transcendants, et pourtant n'importe quel enfant est capable de les tracer à l'aide d'un triangle. Et ces nombres ont un nom particulier? Le silence les enveloppa un instant, puis Hans constata qu'il n'avait aucune raison d'être intimidé. Ils en ont un, dit-elle lentement, comme si elle avait besoin d'un temps de réflexion. On les appelle les incommensurables. Les incommensurables? Et pourquoi tu t'intéresses à ça? La philosophie des mathématiques me fascine. J'ai envie de découvrir comment nous avons accès aux objets qui nous servent à calculer. Une question épistémologique. C'est tellement étrange que nous puissions voir des nombres transcendants, etc., etc. Donc les incommensurables, c'est ça. Dans cette histoire-là, on est à Vienne juste avant la Première Guerre mondiale. On est 2 jours avant le début de la guerre. Et on va suivre Hans, je crois que c'est Hans au départ, voilà, c'est ça, qui va découvrir, enfin qui va aller à Vienne, et qui lui habite dans une ferme, et il va partir à la rencontre, enfin à la recherche d'une psychiatre qui s'appelle Hélène, et il dit qu'il a vraiment des temps comme des rêves, des instants oniriques et très concrets qu'il a besoin d'analyser, qu'il a besoin d'expliquer, et donc il se tourne vers cette femme-là qui semble avoir la réponse à toutes ces questions. Donc il va à Vienne, et sur son chemin, il va trouver Clara et Adam, qui sont 2 jeunes étudiants, et puis ils vont discuter comme ça de jeunesse, d'études, de toutes ces choses-là. Mais nous, on sait que la guerre arrive, elle est là, elle est à la porte de Vienne. Et on ne sait pas, enfin, eux ne savent pas ce qui les attend. Donc c'est très intéressant parce que ça se déroule sur 3 jours maximum. C'est très bien écrit. Mais j'ai pas eu l'accroche nécessaire pour vraiment aimer ce bouquin. Parce que ça m'a un peu perdue. Ça m'a un peu... j'ai trouvé que l'histoire était assez décrochée à certains moments, qu'il n'y avait pas de vrai fil. Je m'attendais à quelque chose, puis je m'accroche à ce truc de philosophie mathématique. Je me dis ok, pourquoi pas, et hop, ça va ailleurs. Et hop, après on va dans des idées. Et hop, après on va un petit peu dans les rêves, un petit peu dans la psychologie. Et du coup, il me manquait quelque chose de beaucoup plus concret que ça pour m'attacher et au personnage et à l'histoire. Néanmoins, c'était une belle lecture, c'est très bien écrit, donc je vous le conseille aussi. On va passer à l'Iconoclaste. J'en ai lu 2 sur les 3. Je n'ai pas lu le Léonore de Récondoux.
C'est celui qui me tentait le moins, je l'avoue, et donc je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais même pas si je le lirai. Mais j'ai commencé par La bonne mère de Matilda Di Matteo. Là, on est à Marseille, ça sent le soleil et les cigales, il y a l'accent du sud, et on est avec Clara, qui est avec sa mère Véro. Et Clara, c'est un peu la cagole. C'est la mère, hein? Non, pas du tout, c'est Véro la mère, ouais. Véro, c'est la mère, Véro, c'est un petit peu la cagole, tu vois, elle est habillée comme ça, elle est maquillée un petit peu comme ça, et puis elle parle comme ça, et elle s'en fout, quoi. Donc, Clara, elle monte à Paris, et puis, bon, c'est vrai qu'elle a un peu honte de sa mère, mais elle veut un peu s'éloigner de cette image-là, pour aller à Paris faire de grandes études. Et il va y avoir tout ce lien entre la mère et la fille assez intéressant, et au milieu, un petit girafon, un petit garçon, enfin, pas un petit garçon, mais un jeune homme, Raphaël, qui est le petit ami de Clara, et que Véro ne supporte pas. Elle le critique tout dans tous les sens, voilà, rien ne va. Et on a une écriture hyper incisive, très drôle, alors un peu verte, parce que c'est un premier roman. J'ai trouvé ça un peu vert, pas assez, comment dire, précis. Des fois, ça se dispatche un petit peu, pourquoi pas, voilà, c'est une espèce de vraie bouffée d'air, quoi, c'est assez rigolo, et j'ai bien aimé le ton, mais voilà, il se passe des trucs qui m'ont un peu perdu au fil de la lecture. Je pensais qu'il y aurait un duo mère-fille un peu développé différemment, je vais pas dire plus développé parce qu'il est vraiment développé, mais développé différemment. On tend vers la fin sur quelque chose d'assez triste finalement, et de prise de conscience de la mère et de la fille, une espèce aussi de transfuge de classe, de je renie d'où je viens et pourtant je ne peux pas y échapper. Donc c'est vraiment intéressant pour un premier roman, il est nommé dans pas mal de prix, donc je suis assez contente aussi parce que c'est cool. J'aime beaucoup ce que fait l'Iconoclaste, donc voilà, j'ai bien aimé, mais bon, voilà. Et par contre, le deuxième titre, je l'ai beaucoup aimé, c'est Gaël Nohan, L'homme sous l'orage. On est là, on est où d'ailleurs? On est en France, hein? Oui, on est en France. Avec Rosalie, qui est la fille de Isor, tout à fait, en 1917. On est en pleine guerre, il fait froid, il fait sombre, on est en hiver, on a froid. Et je disais donc, nous sommes en hiver 1917, il fait froid, on sent que la guerre est bien installée depuis beaucoup trop longtemps. Le mari de Isor et donc le père de Rosalie est parti sur le front. Je crois qu'il y a même son frère. Ouais, il y a son frère aussi qui est parti sur le front. Et malheureusement, les deux femmes sont seules dans ce grand manoir. Pas vétuste, mais voilà, ce vieux manoir un petit peu sombre et humide en hiver pendant la guerre, c'est pas très gai. Et va arriver un homme, un déserteur, qui va sonner chez eux, enfin qui va toquer chez eux. Isor semble le reconnaître et lui dit non, vous pouvez pas rester, c'est pas possible. Sauf que Rosalie va se prendre d'amitié pour lui et elle va dire c'est pas possible, on ne peut pas le laisser partir comme ça, donc elle va le cacher dans le grenier. Et il va y avoir tout ce non-dit, tout ce mystère et ce jeu de cache-cache, si on peut dire, entre Rosalie et sa mère, dans le sens où elle sait très bien que sa mère ne veut pas que ce déserteur soit sous leur toit, mais elle ne peut pas le laisser dehors, c'est pas possible. Donc il va rester quelques temps. Et il va aussi découvrir, alors je vous le dis pas, non je vous le dis pas, il va y avoir un troisième personnage. Et il va y avoir l'histoire d'un tableau, parce que ce déserteur fait de la peinture, et il en fait très bien. Et ce portrait-là va être un petit peu, pas le fil conducteur, mais un élément important du récit. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien écrit, c'est très immersif, c'est historique, on ressent vraiment les émotions, on ressent les descriptions, oui, c'est mystérieux, on veut savoir un petit peu ce qui se passe et en même temps on a peur, il y a beaucoup de tension, il y a des choses que l'on cache et que l'on ne veut pas ni montrer ni dire. Donc c'est vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille absolument. Et le dernier, je garde le dernier, le meilleur pour la fin. Et là on est sur un coup de cœur. Je pense qu'on est même sur un coup de foudre pour Les Promesses orphelines de Gilles Marchand aux éditions Aux Forges de Vulcain. Ce n'est pas la couverture définitive, la couverture définitive est noire avec un couple au centre. Du coup, moi j'ai la couverture des épreuves non corrigées et elle est unique, donc je suis contente. Il y a pas mal de post-it, je ne sais pas si vous les voyez. Nous sommes avec Gino, qui est quand même à la campagne. Pendant les Trente Glorieuses, dans un village de l'Orléanais, voilà. Et ce petit Gino, il va grandir en disant je veux faire quelque chose de ma vie.
mais malheureusement j'habite à la campagne et on ne me laisse pas avoir ma place dans cette société qui ne veut que des enfants de la ville, et moi je suis un enfant de la campagne, donc on ne m'écoute pas, on ne me voit pas. Et il va avoir des ambitions plein la tête et des rêves plein les poches, et Gilles Marchand va nous dérouler cette histoire avec une espèce d'élan positif et humoristique, mais dans le sens humour, comment dire, c'est dur de décrire la plume de Gilles Marchand, un humour poético-nostalgico-beau, je sais pas comment dire. J'ai le sourire parce que j'ai tellement aimé ce bouquin, il était génial, du début à la fin. Gino va faire une rencontre et Gino m'a un peu fait penser à Martin Eden. Alors pas complètement dans l'histoire, parce que si vous avez lu Martin Eden, ça n'a rien à voir, la fin n'a absolument rien à voir avec ça. Mais dans cette espèce de rêve inatteignable que Gino a pour se démarquer des autres et se dire c'est pas parce que je viens d'un petit village que je suis pas capable de faire des choses. Et il va remuer sa vie, remuer tout ce qu'il a en lui pour se donner un fond dans un travail et pour avoir des compétences et pour y croire à fond parce qu'il a un rêve. Il veut, en fait, non, si, il a plein de rêves, mais en fait, il y a plein de trucs. Il y a l'aérotrain, qui est un train aérodynamique qui vole, qui roule très très vite, dont moi, j'avais jamais entendu parler de cet aérotrain. Donc il y a ça en fil conducteur, il y a une histoire d'amour, il y a les rêves d'un petit garçon qui habite dans un village et qui voit ses rêves détruits parce qu'il n'habite que dans un village et qu'il n'est pas de la ville et que du coup on le renie. Et il y a tout le béguin humoristique et hyper poignant de Gilles Marchand qui marche carrément bien. Alors je ne vais pas vous lire des passages, mais je peux peut-être essayer de trouver des post-it qui pourraient vous faire comprendre un petit peu la plume de Gilles Marchand. C'est là que j'ai entendu pour la première fois sa voix. Elle n'était pas assortie à son regard, ni même à son attitude. C'était presque une voix adulte, avec un drôle d'accent venu d'un endroit inconnu. C'était comme s'il avait mis plein de vieux dans sa gorge et qu'il les laissait parler à sa place. Voilà. Je retrouve un petit peu l'esprit Mathias Malzieu quand je lis Gilles Marchand. Elle a fait nom de la tête, un nom grave et très officiel. Pas le genre de nom qu'on se permet de remettre en question, un vrai nom de chef de famille. Elle a pris sa respiration avant de nous expliquer qu'elle ne voulait plus végéter dans cet appartement. Parce que le temps passait trop vite, parce que le monde tournait autour du soleil à une vitesse qu'on ne s'imaginait même pas. Hier encore, elle avait 17 ans et aujourd'hui, elle ne savait même plus. 40, bientôt 50, ça filait, ça ne reviendra pas. Et ça ne reviendra pas. Jamais. Elle avait essayé de calmer l'horloge de la salle à manger, mais rien à faire. C'est le temps qui gagne, c'est toujours le temps qui gagne. Et pour célébrer sa victoire, il fait mal aux genoux et au dos, et il ride les visages. Et on dit c'est normal, c'est pas grave, il faut accepter. Ma mère, elle voulait bien accepter, mais à condition d'avoir vécu sa vie. Elle aimait notre père, oh ça, elle l'avait aimé, comme elle n'avait jamais aimé un homme. Seulement, il n'était plus là. Et il ne reviendrait pas, et ici, on n'avancerait plus. Alors il fallait partir, tous les trois. On allait recommencer quelque chose, on allait trouver un travail, on changeait le décor. Elle voulait du beau, elle voulait du vert, du grand air, elle voulait voir les horizons puis les arbres, plein d'arbres, dont les branches s'entremêlent. Elle voulait de l'oxygène, de la chlorophylle, elle voulait être libre dans cette maison où nous étions si heureux l'été. Voilà, en fait, voilà, il va déménager, et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Oh, je suis nulle pour raconter les histoires. En fait, je crois que je l'ai lu d'une traite presque. Et du coup, il m'a marqué, mais comme ça fait presque un mois, et ben, il m'a démarqué, mais il est toujours ancré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il rencontre cette jeune fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle, la petite? Non, Roxane, comme dans Cyrano. Alors j'ai pédalé comme jamais, j'ai pédalé comme si ma vie en dépendait. J'ai pédalé parce que je savais qu'eux aussi ils partaient, les grands-parents de l'être aimé. Et lorsque je suis arrivée, essoufflée, éreintée, harassée, exténuée, le portail était verrouillé et les volets fermés. Mon espoir était brisé, j'étais dépitée. Il allait falloir attendre toute une année jusqu'au prochain été. Si quelques rythmes étaient arrivés, elles ne compensaient pas le départ de la Dulcinée. Et il y a des rimes dans toutes ces phrases, et il se rend compte qu'il y a des rimes, et il re-rime. C'est trop bien. C'est génial. C'est tellement beau. Ah oui, introduction première phrase d'un chapitre. L'automne s'est avachi sur l'hiver, qui s'est lui-même vautré sur le printemps, qui a bien pris son temps avant de filer le bâton de relais à l'été. Je la relis. L'automne s'est avachi sur l'hiver, qui s'est lui-même vautré sur le printemps,
qui a bien pris son temps avant de filer le bâton de relais à l'été. Tout ça pour dire, une année s'est écoulée. C'est beau, c'est trop beau, c'est trop génial. Lisez ce bouquin, c'est une merveille. Gilles Marchand, c'est une merveille à chaque fois, de toute façon. Donc, voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis nulle pour raconter ça, mais vraiment, lisez-le, foncez, c'est trop beau. J'ai pas eu les larmes aux yeux, mais c'est vraiment une belle histoire, hyper ancrée dans beaucoup d'adolescence et d'enfance qu'on peut avoir dans la tête et qu'on a peut-être vécu, qu'on a peut-être imaginé, qu'on a peut-être vécu un tout petit peu. Il fait ressentir les émotions parfaitement et c'est trop bien. Donc vraiment, voilà. Pour la rentrée littéraire, c'est tout pour moi. Je suis pas hyper gourmande de rentrée littéraire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et souvent, je les lis un peu plus tard aussi dans l'année parce qu'ils sont sortis en septembre, je les lis en octobre, en novembre, si ça se présente en fait. Et donc voilà. Mais sur les 5 que j'ai lus, à part voilà, une déception, un autre où je suis un petit peu passée à côté, il y a 2 autres abandons. C'est pas une rentrée littéraire méga explosive de mon côté. Il y en a vraiment 2 qui ressortent du lot, c'est ces 2-là. Pour les autres, je vous laisserai vraiment vous faire votre idée. Est-ce que vous avez lu un petit peu la rentrée littéraire? Qu'est-ce qui vous a plu? Dites-le moi, parce que je suis assez curieuse. Moi, il y a pas mal de titres qui me font envie, donc je suis curieuse de recommandations. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire quelques-uns de ces livres. Je vous retrouve très vite. À bientôt.